Bonjour à tous. Dans cette partie de notre formation consacrée à la mise en place des règles sur pfSense, nous allons voir comment configurer le NAT. Donc, nous allons voir la notion de NAT et de PAT. Alors, le NAT, pour information, c'est Network Address Translation et le PAT, c'est Port Address Translation. Ces deux notions, normalement, que vous êtes censé connaître en réseau. Si vous avez un peu fait du réseau, si vous vous êtes formé sur des CCNA, vous devrez connaître ces notions-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dessus parce que c'est très important de comprendre le NAT et le PAT. Alors, je vais faire un schéma. Ici, nous avons notre firewall. Ici, nous avons le routeur opérateur, on va faire comme ça. Et là, nous avons Internet. Nous avons un switch là, sur lequel nous avons des PC. Hop, des PC. Et ensuite, un autre PC. Très bien. Alors, lorsque on va déjà voir combien de types d'adresses nous avons comme adresse privée. Nous avons trois types d'adresses privées. On va dire comme ça. Enfin, 192 et la 10. Voici les trois types d'adresses IP privées. Alors, si vous utilisez dans votre réseau ces adresses, on va dire que ça, ce sont des adresses privées. Ça, c'est réservé, donc tout ça, c'est la partie LAN. Et là, on va dire à partir d'ici. Ça peut aussi être à partir d'ici et en fonction des configurations. On va dire que ça, c'est le WAN. Très bien. Et du coup, l'opérateur a une adresse IP publique qui peut être en 88.90.1.1 ici. Et là, vous avez aussi des machines ici qui sont connectées au réseau et qui ont aussi d'autres adresses IP publiques et des IP privées comme celle-ci. Ok, ici on va dire que nous sommes en 192.168.4.0/24. Ok, et là c'est pareil. Très bien. Alors, dans la notion de NAT, le NAT c'est quoi pour vous? Le NAT c'est la translation d'adresses, c'est ça que ça signifie. Donc, en fait, on va traduire des adresses IP en d'autres adresses. Le NAT va nous permettre, par exemple, à masquer l'adresse source dans un paquet. Alors, on peut le faire partout, hein. Le NAT, ça signifie tout simplement que si ce PC a une adresse qui est dans ce réseau et à la fin se termine par .5, je peux décider de traduire l'adresse d'origine et changer un octet de la fin, c'est-à-dire le traduire en adresse IP qui sera en .10 par exemple, ou le traduire en une autre adresse d'un autre réseau pour faire communiquer par exemple cette machine en changeant son adresse de départ par une autre adresse pour que si un autre réseau, si dans un autre réseau nous avons des adresses qui sont en 172, voilà, cette machine peut communiquer grâce au processus de NAT. Ok. Et donc, dans le cas général, le NAT va permettre aux machines, aux adresses IP privées d'être traduites en adresse IP publique. Donc, tout ça, toute cette partie-là, c'est installé dans votre local télécom, hein. Et donc, quand l'opérateur vient vous installer une box et paramètre une box, il vous donne une adresse IP publique. Donc, une seule. Après ça, vous pouvez commander des pools d'adresses et donc des plages d'adresses IP publiques. Donc, dans le cas où vous avez
une seule adresse IP publique, donc celle-là, ça vous appartient, hein, et c'est grâce à cette adresse-là que vous allez communiquer avec les machines qui sont sur Internet. Donc, ceci dit, comment le NAT fonctionne? Le NAT fonctionne comme ça. Lorsque j'envoie une requête vers un serveur ici, qui a peut-être un port 80, donc un HTTP, qu'est-ce que l'adresse fait? Quel est le port source? Moi, je vais envoyer une requête en 192.168.4.1. Ça, c'est l'adresse de ma machine. Et le port source, c'est le port 80 puisque je vais joindre un serveur qui est sur le port 80. Donc, la requête va faire comme ça. Donc, c'est ce PC. Considérons que c'est ce PC. La requête va faire comme ça. Tac, ça va passer par le switch. Ça passe par le firewall. Donc, nous sommes toujours sur le réseau LAN. On arrive là, il y a des processus de routage. On arrive là et on arrive chez l'opérateur. Qu'est-ce que l'opérateur fait? L'opérateur se dit, ah, c'est une adresse privée. Et du coup, vu que le serveur ne se trouve pas dans ce réseau, j'envoie le paquet sur Internet. Donc, quand il envoie le paquet sur Internet, tac, le paquet arrive ici. Vous avez votre interface WAN. L'interface WAN va dire, le routeur va dire, ah, à partir du moment où je veux sortir pour aller sur Internet, ce n'est plus cette adresse qui sera l'adresse IP source. Ça sera maintenant cette adresse-ci. C'est votre adresse à vous. Et c'est cette adresse qui vous permet d'aller sur Internet. Donc, c'est maintenant lui qui va prendre le relais. C'est pour cela qu'on parle de translation, parce qu'on a changé par un processus de NAT cette adresse IP-là en cette adresse IP-là. Et on conserve du coup le port source dans le paquet. Donc, il arrive là avec les processus de routage sur Internet. Il va finir par trouver l'adresse IP publique de cette machine. Et grâce au processus aussi de NAT de l'adresse du routeur de cette machine-là, il va donc faire ce qu'on appelle du reverse NAT. C'est-à-dire, au lieu de traduire l'adresse IP publique en une adresse IP privée, il va traduire l'adresse IP publique de cette machine-là à une adresse IP privée, et comme ça, vous allez pouvoir joindre cette machine. Voilà comment ça se passe. Donc, deux choses. Lorsque vous avez plusieurs machines, imaginez vous avez 1000 utilisateurs, users, qui veulent utiliser le port 80. Si vous avez une seule adresse IP publique et que un utilisateur est déjà sur le port 80, les autres ne pourront pas utiliser le port 80. Pourquoi? Parce que cette machine l'utilise déjà et ils sont obligés d'attendre. Ça veut dire que tant que cet utilisateur utilise le port 80, personne ne peut communiquer via Internet avec le port 80. Alors, qu'est-ce que les ingénieurs se sont dit pour résoudre cette problématique? Ils se sont tout simplement dit, bon, si on a une adresse IP publique ici et que un port est déjà utilisé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surcharger cette adresse IP, surcharger cette adresse IP, mais au lieu de changer l'adresse IP, on va plutôt surcharger les ports avec cette adresse IP. Qu'est-ce que cela signifie? On parle là du pattern, donc port address translation. Donc, on va surcharger tous les ports. Et donc, au lieu d'utiliser le port 80 comme port source ici, vous savez que les ports sont compris entre 1 et 6500 et quelques. Je ne sais plus le nombre exact. Donc, vous avez près de 6500 ports. Sachant qu'il y a des ports réservés, hein, faites attention. Et donc, grâce au processus de path, vous allez donner des ports sources aléatoires. Du coup, quand une machine va vouloir utiliser un port, il va prendre un port de manière aléatoire, mais il va toujours conserver le port destination. Ce qui signifie que si vous voulez vous connecter sur un serveur en HTTP
qui utilise le port 80. Le port destination, ça sera toujours dans le paquet, ça sera le port 80, mais le port source, ça sera un port aléatoire. Ça peut être le port 8000 ou 5000, peu importe. Mais le routeur sait que vous cherchez à aller vous connecter en HTTP. Donc, ça se voit, hein. Regardez, si je viens ici, je fais un CMD. Alors, je vais l'ouvrir en administrateur, CMD. Alors, regardez, je fais un netstate. Alors, vous voyez les sessions qui sont établies. Vous voyez les numéros de port. Vous voyez 6400, non, 64 604. Vous voyez comment les ports, ça ce sont des ports sources, regardez. Vous voyez que les ports sources, ça c'est mon adresse à moi. Et vous voyez qu'il veut atteindre une destination qui est en HTTPS. Et là, vous voyez comment les sessions sont établies, les numéros de port changent. C'est pour libérer, vous voyez que j'ai une seule adresse IP qui se connecte sur, sur plusieurs serveurs. Mais à chaque fois, on est bien en HTTP, donc sur le port 443 du site distant. Par contre, vous voyez que à chaque fois, il change le numéro de port. C'est la même adresse IP source, mais le numéro de port change. Et comme ça, je peux me connecter sur plein de sites en utilisant le comme port destination HTTP. Mais par contre, les ports sources changent. Voilà. Donc, il y a bien une fonctionnalité. C'est bien le pâté. Donc, on peut surcharger les ports ici. Donc, et conserver cette adresse-là. Voilà. En entreprise, vous avez une autre manière de la faire. C'est de choisir un pool d'adresses. Vous allez prendre, par exemple, réserver, par exemple, 10 adresses IP publiques. Et en fait, si vous avez 10 machines, on le fait généralement pour des serveurs. Si vous avez 10 machines pour 10 adresses IP publiques, chaque machine va utiliser son adresse IP réservée. Donc, en gros, si on a 3 PC ici, on a 3 IP publiques. Elles peuvent être différentes ou bien elles peuvent être consécutives. Et donc, ça peut être du 90.1.2 et 88.90.1.3. Vous avez les trois là. Et vous dites, cette machine utilise ça et cette machine utilise ça. Alors, vous pouvez spécifier comme ça ou bien vous pouvez laisser. Hein, c'est qui vous n'avez pas besoin de spécifier aussi, je veux dire, quelle machine utilise quelle adresse IP. Vous pouvez laisser par défaut. Ce qui fait que si une adresse IP, si une machine va se connecter sur un serveur avec le port 80, il va utiliser la première adresse IP publique qui est disponible. Si l'autre utilise le même port 80, il va regarder ici, il va voir que celle-ci est disponible. Il tape sur cette IP. Si la troisième machine veut utiliser aussi le port 80, il tape sur la troisième IP publique. Et du coup, si les autres forcément ont envie de se connecter et que les trois sont utilisés, bah, ils ne pourront pas. Donc, ce qui signifie que c'est à vous de voir comment vous pouvez jouer et réellement voir quels sont vos besoins, pourquoi est-ce que vous prenez un pool, est-ce que vous voulez réserver ça à des machines spécifiques. Voilà. Donc, mais en réalité, pour l'exemple classique, l'opérateur vous fournit une seule adresse IP publique. Par contre, il surcharge cette adresse en surchargeant le port, donc en créant des ports aléatoires, des ports sources aléatoires. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc, ça, c'était pour la notion de path, de NAT et de la surcharge d'adresse et de la surcharge de port. Donc, vous avez vu comment dire, les trois principes du NAT. On vient de les voir. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Et maintenant, pour terminer, hein, donc, il y a une autre notion aussi qui s'appelle le reverse NAT. Et le reverse NAT est aussi facile à mettre en place. Tout simplement parce que
c'est généralement fait pour les serveurs, hein, pour se connecter sur un serveur de l'entreprise. Imaginez, vous avez un serveur web, vous avez un AD, et sur cet AD, vous avez installé 2JS, le serveur 2JS, donc c'est un serveur web. Et là, vous avez une page web, c'est un intranet. C'est un intranet ici. Vous avez votre switch, donc là, votre firewall ici, et ensuite le routeur, puis Internet. Donc, vous avez aussi un site distant de votre entreprise qui se trouve ici. Et dans votre site distant, vous avez aussi un routeur qui a sa propre IP publique. Ici, vous avez aussi votre IP publique. Et là, vous avez des utilisateurs. Donc, avec leur PC, voilà, et des adresses IP privées ici. Alors, imaginez cet utilisateur veut se connecter sur ce serveur-là pour ouvrir une page web sur le port 80. C'est une connexion entrante. Or, le firewall est là pour bloquer les flux entrants. Par défaut, on bloque tous les flux entrants hein, lorsqu'on installe un firewall. Parce que si vous ouvrez tout, les pirates vont vous hacker. Donc forcément, il faut par défaut bloquer tous les flux entrants et surtout ne pas voilà, les autoriser. Et c'est en fonction vraiment de votre organisation, comme je dis. Si vous avez un site distant qui a besoin d'accéder à Internet, là, vous ouvrez les flux. Vous voyez la différence. Donc, vous avez les flux sortants qui vont dans ce sens et les flux entrants qui vont dans ce sens. Donc, quand on vous fournit un firewall, on bloque les flux entrants et sortants. Mais, réellement, quand vous mettez en place des règles de filtrage, c'est surtout pour bloquer les flux entrants. Les flux sortants, c'est généralement lorsque vous autorisez les utilisateurs à aller sur Internet. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de règles qu'on met en place pour des flux sortants. Voilà. Et donc, lorsque vous voulez donc autoriser un flux entrant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du reverse NAT, c'est-à-dire le contraire du NAT ici. Tout à l'heure, on a vu qu'on translatait les adresses IP privées en adresses IP publiques. Cette fois-ci, le flux vient comme ça. Donc, ceci dit, vous avez l'IP source ici et vous avez l'IP destination qui est l'IP du serveur qui est une adresse IP privée. Et disons que le serveur a une adresse en 192.168.1.200. Alors, pour faire du reverse NAT, c'est simple. Vous allez tout simplement dire au routeur, au firewall que à chaque fois qu'un flux va arriver de n'importe quel, ou bien là par contre, vous devez spécifier la source, hein, parce que n'autorisez pas toutes les machines, hein, il faut bien spécifier la source. Et quand vous spécifiez la source, pour vous, l'IP source, c'est l'IP public du site d'en face. Il faut toujours spécifier cet IP public là. Parce que voilà, si vous dites tout, ça signifie que vous autorisez tout le monde, hein, toutes les adresses IP publiques, tout type de flux à venir se connecter sur le serveur. Donc, vous devez vraiment spécifier l'IP public de ce routeur-là. Vous ne spécifiez pas l'adresse IP privée, hein, parce que l'adresse IP privée n'est pas routable sur Internet, c'est son adresse IP public. Donc lui, il va faire du NAT ici. Par contre, quand il arrive ici, c'est du reverse NAT. Parce qu'on translate l'adresse IP publique ici en adresse IP privée. Voilà. Donc, vous allez spécifier l'IP source, celle-ci, et l'IP destination, ça sera celle-ci. Ça sera votre IP public à vous. C'est le routeur, et quand vous allez spécifier votre IP public, vous allez dire lorsque l'utilisateur va taper l'adresse IP publique d'ici là, le flux sera redirigé. Vous allez translater cette adresse IP là en cette adresse IP sans oublier le numéro du port. Voilà.
J'espère que c'est clair pour vous. Donc, vous avez vu toutes les notions de NAT, PAT et reverse NAT. Ce sont des notions essentielles qu'on va voir et comment on va mettre en place sur Fortinet. Il y en a d'autres, mais pour le reste, c'est pas très important. Pour moi, ce sont les plus classiques qu'on réalise en entreprise. Donc, merci d'avoir suivi cette formation. Et pour la suite, on va donc voir la mise en œuvre du NAT, du reverse et du reverse NAT sur PFSense. Je vous dis à tout de suite.